Bonjour à toutes et à tous. C'est la dernière demi-journée de ces 11e tribunes de la presse avec tout à l'heure un débat autour de la centralité ou décentralisation. On verra si tout peut ou doit se décider forcément à Paris. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un peu plus d'horizontalité? Le débat sera animé par Didier Pourcury avec Alain Rousset, le président de la région, Dominique Bussereau et puis également Laurent Davzy. Mais d'abord, le féminisme bouscule-t-il le monde 50 ans après la révolution féministe des années 70, il reste encore beaucoup de chemin à faire pour parvenir à l'égalité entre les hommes et les femmes. Partout dans le monde, des luttes se sont mises en mouvement. Les contextes, les modes d'action diffèrent, mais c'est comme si une coordination planétaire s'établissait mois après mois, année après année. Le féminisme bouscule-t-il le monde? Sans doute, mais avec quel projet et quelle vision? Réponse dans un instant avec nos trois invités. Mes trois invités que j'accueille maintenant, que vous pouvez applaudir, qui nous rejoignent maintenant. Vous serez seul, Marie-Cécile, je suis désolé. Je vous présente donc Pauline Delage. Bonjour Pauline. Vous êtes, bonjour, votre micro va marcher dans quelques instants, si tout va bien. Chargée de recherche au CNRS, vous travaillez sur les questions d'égalité des genres et la transformation des mobilisations féministes. Je cite deux de vos livres, parce qu'il y en a beaucoup. Violence conjugale, du combat féministe à la cause publique, et puis Droits des femmes, tout peut disparaître. On reviendra d'ailleurs sur ce terme tout à l'heure. Cécile Prieur, bonjour. Vous êtes directrice de la rédaction de l'Obs qui est partenaire de ces tribunes de la presse, et Marie-Cécile Navès. Bonjour Marie-Cécile. Vous êtes directrice de recherche à l'IRIS et vous travaillez notamment, alors vous êtes spécialiste des États-Unis, mais vous travaillez également sur les questions de genre et d'égalité femmes-hommes, et vous avez publié l'an dernier La démocratie féministe aux éditions Kalman-Lévy. Bienvenue à toutes les trois. On va donc échanger. Vous pourrez également poser vos questions. Alain est présent pour recueillir les questions des internautes. Oui, et les questions ne seront pas genrées aujourd'hui, donc merci de vous poser vos questions et de vous préparer à lever la main pour avoir le micro le plus vite possible et qu'on ait un maximum de questions. Pareil pour nos amis en ligne, j'attends vos questions. À tout à l'heure. Bon, je n'ai pas fait, j'ai fait un impair, je suis désolé, donc c'est Marie-Cécile Nave, pardonnez-moi. Donc voilà. Pardon pour cette erreur sur les noms. Alors, on va commencer peut-être par définir le féminisme, parce que peut-être que chacun d'entre nous avons une définition différente. J'ai peut-être envie de faire un tour de table, en fait, pour entendre chacune vos définitions. Pauline, le féminisme, est-ce que c'est le droit des femmes? Alors, d'un point de vue sociologique, on définit le féminisme d'un point assez largement, à vrai dire, pour essayer de comprendre justement la pluralité de représentations, de mobilisations, de revendications que ça regroupe. Mais donc en général, il s'agit des mobilisations, des actions, des groupes, des organisations qui travaillent, qui œuvrent à l'égalité entre les femmes et les hommes et qui visent à déconstruire et à lutter contre les inégalités de genre. Cécile Prieur, quelle est la vôtre? Bonjour à tous. En fait, je pense que le féminisme, c'est d'abord un mouvement d'émancipation, le mouvement évidemment de l'émancipation des femmes, mais c'est plus que ça, selon moi. Ce n'est pas qu'un mouvement qui concerne les femmes, c'est un mouvement qui concerne toute la société. La sociologue Eva Illouz, dans une tribune au Monde l'année dernière, disait que c'était le deuxième acte de la démocratisation des sociétés occidentales, c'est-à-dire que le féminisme, c'est l'autre moitié de l'humanité et que lorsque les démocraties sont mises en place au XVIIIe siècle, il n'y avait pas de droit civique pour la seconde moitié de l'humanité. Voilà, le féminisme, c'est aussi ça, c'est la revendication d'égalité parfaite entre les hommes et les femmes. Marie-Cécile? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je souscris complètement. Peut-être j'ajouterais aussi que c'est un ensemble de savoirs militants, de savoirs citoyens et aussi de savoirs scientifiques à travers notamment les études de genre à l'université ou au CNRS, et pas seulement en sciences humaines et sociales, mais aussi en médecine, en intelligence artificielle, dans les sciences du numérique, dans la biologie, dans tous les domaines de savoir, où envisager le monde, envisager le réel à travers des lunettes conscientes du genre permet d'éviter un certain nombre d'angles morts dans la compréhension, dans l'analyse, mais aussi ensuite dans l'action publique. Le féminisme, c'est une autre manière de gouverner? On y reviendra peut-être un peu plus en détail tout à l'heure, mais notamment... Ouais. C'est aussi une autre manière de gouverner, je crois, une autre manière par rapport aux formes plutôt dominantes de pouvoir très virilistes, très verticales, très dominateurs, qui sont quand même encore un petit peu, même beaucoup, la norme, y compris dans nos démocraties.
Alors on va voir notamment l'évolution des mobilisations féministes. On fera un état des lieux effectivement de cette mobilisation dans le monde aujourd'hui. Peut-être faut-il faire un peu d'histoire d'abord, Pauline Delage, si vous voulez bien, et nous rappeler finalement quelles ont été les grandes dates, les phases de mobilisation, les vagues de féminisme. Ça commence quoi? Début 20e, on peut dire? Alors, effectivement, dans l'historiographie du féminisme, des féminismes, on définit les cycles de mobilisation à travers la notion de vague pour voir justement des points culminants de mobilisation. Et donc, la première vague, c'est une vague de mobilisation autour du droit de suffrage, du droit de vote des femmes, et qui débute en fonction des contextes à la fin du 19e, au milieu du 19e, fin 19e, début 20e, ça dépend des pays. Et donc qui s'arrête au moment justement de l'obtention du droit de vote. Après, il y a la deuxième vague des féministes autour des années 70 et qui se concentre davantage sur les revendications autour du corps, la liberté de disposer de son corps, la contraception, l'avortement, et puis aussi les violences. La question des violences apparaît à ce moment-là, les violences sexuelles, les violences conjugales également. Puis après, en fonction, encore une fois, tout dépend, parce que ça dépend du contexte qu'on regarde, mais on définit aussi la troisième vague du féminisme, qui serait celle justement où les militantes ont aussi interrogé l'universalité de l'expérience des femmes, en soulignant justement que si on est une femme de classe populaire, qu'on subit du racisme, qu'on subit des discriminations liées à son orientation sexuelle ou à son genre, eh bien on ne vit pas forcément le même type d'oppression et qu'on vit d'autres formes de domination, d'oppression. Et puis, aujourd'hui, donc, on serait dans la quatrième vague des féminismes, qui serait donc centrée sur les revendications autour des violences, mais qui est aussi un féminisme qui se situe en ligne et hors ligne, on y reviendra j'imagine, et qui a un féminisme aussi mondial qui est très connecté avec des mobilisations qui circulent, des revendications qui circulent, des modes d'action qui circulent. Donc ce qui rend possible aujourd'hui ce mouvement féministe mondial qui est dans la lumière, ce sont toutes ces décennies de lutte dont vous avez parlé juste avant? Alors, notamment s'agissant des violences, puisque le moment MeToo a permis justement de mettre la lumière sur la question des violences sexistes, des violences sexuelles. Et de fait, c'est à la suite d'un maillage associatif, de politiques publiques, de lutte contre les violences, et donc d'associations aussi qui se sont constituées pour accueillir les femmes victimes, les écouter, les héberger éventuellement. Ça a permis de créer un terreau favorable justement à ce qu'une nouvelle génération de militantes prennent conscience de l'ampleur toujours existante de ces violences et de la nécessité justement de se mobiliser contre ces violences. C'est un projet de société émancipateur pour les femmes uniquement, Cécile Prieur, ou finalement pour toutes et tous? Ah non, moi je pense profondément que c'est un projet d'émancipation pour tous, que le féminisme... où on va dire la réflexion, l'ajustement, le réajustement des rapports entre les genres est libérateur pour les femmes bien sûr, mais aussi pour les hommes, tout simplement parce que dans le modèle viriliste ou on va dire patriarcal, pour utiliser ce mot, eh bien les hommes sont assignés à une certaine manière d'être qui les contraint aussi dans leur propre développement. Voilà, donc le féminisme, c'est aussi la réflexion autour de ça. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Qu'est-ce que c'est qu'être une femme aujourd'hui? Quels sont les rapports entre hommes et femmes? Et donc voilà, c'est aussi ça permet aussi aux hommes de réfléchir à leur propre positionnement et aussi à leur propre identité, la manière dont ils se construisent en tant qu'hommes dans leurs relations avec les femmes notamment. C'est un sacré raccourci que de dire que le féminisme a un rapport simplement avec le sexisme, Pauline Delage, non? On l'a un peu limité à ça, non? Alors, ce qui est certain, c'est que ça a un rapport avec la lutte contre le sexisme. Oui. Après, en fonction c'est un peu limité quand même. En fonction de la manière dont on définit le féminisme, effectivement, il peut s'agir de traiter notamment d'autres formes d'inégalité, d'autres formes de rapports de domination, et notamment les inégalités liées aux classes sociales, les discriminations racistes, liées à l'orientation sexuelle, etc. Mais effectivement, la lutte contre le sexisme, c'est quand même une base commune, et des hommes peuvent tout à fait s'associer à cette lutte. Alors parlons de MeToo, puisque effectivement le mouvement s'accélère, j'allais dire, vous allez peut-être me contredire, mais depuis cette période. Mais le mouvement MeToo, finalement, on le situe finalement avec 2017, avec l'affaire Weinstein, et pourtant il est beaucoup plus antérieur à ça, Pauline, non? Parce que ça commence aux États-Unis au départ, avec une travailleuse noire, c'est ça, 2007?
Alors, c'est-à-dire qu'il y a une préhistoire à MeToo. D'abord, la préhistoire que j'ai déjà énoncée, c'est-à-dire ces associations qui, notamment, partout en France, se sont mobilisées, mais aussi ailleurs dans le monde. Et puis après, il y a eu d'autres mobilisations qui, finalement, reflètent un peu ce moment MeToo. Des historiennes parlent du moment MeToo plutôt que de l'événement, pour envoyer justement à la multitude de mobilisations, de revendications autour de ce hashtag, mais pas uniquement. Et on a notamment des mobilisations en Amérique latine, dès 2016, autour de Ni Una Menos, contre les violences sexistes, qui ont généré des mobilisations, encore une fois, sans précédent, des manifestations énormes en Amérique latine, en Italie aussi. Mais avant cela, il y a eu aussi d'autres mobilisations, donc au moment des printemps arabes, notamment, en Égypte notamment, les militantes qui s'étaient investies dans une lutte pour la démocratie en Égypte ont souligné aussi les violences sexistes et les violences sexuelles qu'elles subissaient de la part de l'État, de la part de l'armée, mais aussi de la part de certains militants. Et ça aussi, la question des violences était centrale aussi à ce moment-là. Et puis après, aux États-Unis, effectivement... On revient encore en arrière. On revient encore en arrière. 10 ans avant que Alyssa Milano, donc l'actrice états-unienne qui a lancé sur Twitter le hashtag MeToo, une travailleuse sociale états-unienne, Tanara Burke, avait lancé aussi un mouvement de ce type contre les violences sexuelles. Donc on voit que finalement cet événement sans précédent qui est le hashtag MeToo, il a non seulement une préhistoire, mais il a aussi des strates successives et qui ne se sont pas uniquement constituées aux États-Unis, mais bien partout dans le monde. Merci, on remet simplement les livres en fait, comme ça je pourrais les présenter tout à l'heure. Je reviens juste sur 2011, Marie-Cécile Nave, c'est un moment important, ce qui s'est passé place Tahrir, au Caire. Vous pensez que ça a été un des déclencheurs là, du mouvement récent de ces 10 dernières années ? Oui, très probablement. Et d'ailleurs, Pauline Delage en parle dans un des livres qu'on avait chroniqué à l'IRIS, les féminismes dans le monde, où effectivement, on a une accélération de l'histoire depuis quelques années, mais il y a une amplification de la géographie. On ne peut plus parler de centre et de périphérie du féminisme, comme on a pu le dire à une époque, peut-être en parlant de l'Occident versus le reste du monde, voire un féminisme français qui serait fermé hermétiquement à d'autres influences. C'est plus comme ça que ça fonctionne. Les influences militantes, scientifiques, intellectuelles, les modes d'action circulent d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, et effectivement le printemps arabe d'une manière générale, puis l'Amérique latine et d'autres pays dans le monde qui évidemment sont moins avancés en matière de droits des femmes, bien sûr que nos pays occidentaux, même si tout peut être mis en cause très rapidement, on le sait, eh bien, il faut voir cette géographie-là dans un temps relativement court, évidemment facilitée par les nouveaux médias, la circulation des images, les hashtags, etc. Bien sûr, ça a un effet amplificateur. Et on verra effectivement comment, dans certains pays, les femmes arrivent quand même à se soulever, même si c'est de manière discrète, mais en tout cas, elles agissent. Justement, les réseaux sociaux, Pauline Delage, est-ce que le point de départ de soulèvement, je ne sais pas si le terme est bon, mais est-ce que c'est toujours finalement un acte de violence sexuelle ? Et qui est dénoncé en plus par les réseaux sociaux. En Amérique latine et en Argentine en particulier et en Italie, effectivement, c'est des féminicides qui ont lancé Ni Una Menos et Non Una Di Mena. Cependant, dans ces contextes, en particulier, disons en Argentine, il y avait déjà des mobilisations contre les violences qui n'étaient pas liées nécessairement à un acte spécifique. Et puis, il y avait une mobilisation de longue date pour le droit à l'IVG aussi. Donc, on voit qu'effectivement, la question des violences sexistes est tout à fait centrale dans la réalisation de toute une génération de jeunes militantes, de jeunes féministes, qui prennent conscience effectivement de l'effet du genre, l'effet des inégalités de genre sur leur propre vie. Mais cette étincelle, disons, elle permet aussi parfois de se rendre compte d'autres formes d'inégalités au travail, dans l'espace public, etc., qui ne sont pas strictement descriptibles en termes de violence. Marie-Cécile, comment le mouvement finalement s'est-il structuré, l'est-il aujourd'hui d'ailleurs, d'un point de vue des idées et des modes d'action ? Parce que c'est assez clair globalement, mondialement. Ce qui est intéressant, ce qu'on voit, c'est que, pour prolonger ce qui a été dit, pour ne pas répéter ce que mes
mes collègues, mais on peut dire, c'est qu'il y a aussi un effet d'entraînement du féminisme ou des mouvements de femmes portés par les femmes vers d'autres causes que simplement les droits des femmes, même si c'est évidemment essentiel. Par exemple, au Liban, en Biélorussie et au Chili, qui est un exemple vraiment très intéressant, c'est parce qu'il y a eu ces immenses mobilisations en faveur des droits des femmes, de la lutte contre les violences, de l'accès à l'avortement, qu'il y a eu ensuite des immenses mobilisations plus vastes pour réécrire la Constitution, pour contester les inégalités socio-économiques. Et on voit aussi un petit peu la même chose au Liban, en Hongrie, avec des révoltes beaucoup plus larges que les simples, enfin, même si c'est très important, la défense de l'avortement, des mouvements beaucoup plus larges pour l'égalité au travail, la lutte contre le travail précaire. Donc c'est vraiment un mouvement qui est là pour, qui réaffirme la démocratie qui est malmenée, qui est attaquée, qui est critiquée, qui est menacée notamment par les nationaux populistes, par l'extrême droite, y compris dans notre pays. On le voit avec cette pré-campagne électorale qui commence et qui s'annonce quand même pas sous les meilleurs auspices en matière de défense des droits des femmes, de l'émancipation et d'apparition de propagation d'idées extrémistes. Le féminisme, c'est un mouvement de fond pour changer la société, dans le sens où on écouterait davantage ce que la parole citoyenne a à dire, on s'appuierait sur la science et notamment les sciences sociales, mais pas seulement, pour guider l'action publique, pour nourrir la décision politique. On inventerait ou on promouvrait aussi, comme vous le disiez, une autre manière de gouverner, non pas que les femmes gouvernent différemment, qu'il y aura un leadership au féminin, pas du tout, il n'y a pas de leadership au féminin ou de leadership au masculin, mais il y a une gouvernance, une manière de gouverner qui est très viriliste, très dominatrice, et puis le féministe, à contrario, pourrait inventer une manière de gouverner dégenrée, où on dégenrerait le pouvoir pour le rendre plus participatif, plus horizontal, plus respectueux de ce que chacune et chacun a à dire et à apporter. Cécile Prieur, c'est vrai que c'est assez prégnant de voir que les mouvements féministes sont de plus en plus connectés à d'autres mouvements sociaux, mais pas que. Il y a des actions des antiracistes, des écolos. Comment vous expliquez ces connexions qui se font aujourd'hui ? En fait, le féminisme, c'est un mouvement qui on va dire, vient du bas de la société, notamment parce qu'en fait, les instances de pouvoir sont tenues majoritairement par les hommes depuis des siècles. Voilà, le féminisme, c'est la contestation de ça, évidemment. Et donc, pour contester un mouvement, enfin, en tout cas, une situation de domination par le haut, puisque quand vous regardez la situation des institutions en France, elles sont très largement, on va dire, dirigées par des hommes. Et il suffit juste de voir, par exemple, les grandes entreprises du CAC 40, aucune n'est actuellement dirigée par une femme. Ce qui permet de voir la prégnance, en fait, de certaines situations voilà, que le plafond de verre n'est pas un mythe. Voilà. Et donc, évidemment, pour contester ça, ça vient donc par le bas. Et donc, par le bas aussi, il y a d'autres contestations qui se font. Et le féminisme, en tout cas, ce qu'il en est aujourd'hui, effectivement, plutôt un mouvement émancipateur, un mouvement de libération. Les mouvements de libération sont plutôt des mouvements situés dans le progressisme. Et parfois, ils peuvent faire jonction, effectivement, avec des mouvements de type écologiste, antiraciste, etc. Mais le féminisme, c'est un mouvement très pluriel qui a, comme disait Pauline, vécu par vagues. Et effectivement, en ce moment, il est plutôt, on va dire, dans ce mouvement de la société. On voit, pour rebondir sur ce que disait Marie-Cécile, qu'effectivement, il se heurte aussi à des contre, on va dire, ce qu'en anglais on appelle backlash, c'est-à-dire aussi des mouvements de réaction politique, notamment, qui se situent plutôt à l'extrême droite, qui revendiquent, là, pour le coup, le refus, voire le barrage à l'émancipation des femmes. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Pauline Delage, pourquoi finalement ces connexions à ces mouvements écolos ou antiracistes? Est-ce que c'est uniquement pour finalement avoir plus d'impact, plus de médiatisation, être plus fort?
Il me semble que les mobilisations féminisme à l'heure actuelle, elles permettent un point d'entrée vers une politisation plus générale. Et donc ces jonctions, elles se font notamment parce que certaines militantes sont déjà dans des organisations politiques, dans des syndicats et sont mobilisées par ailleurs. Et d'autres prennent conscience, encore une fois, à travers une grille de lecture féminisme, d'autres inégalités et d'autres problèmes sociaux. Donc c'est notamment le cas de militantes qui sont investies dans les mobilisations contre les violences sexistes et puis qui, par ailleurs, vont être mobilisées dans les grèves sur le climat, contre le changement climatique et la crise écologique qu'on vit à l'heure actuelle. Voilà, donc il me semble que... pourquoi? C'est essentiellement parce que ça a un effet de révélation et ça produit un nouveau regard sur le monde qui souligne les injustices multiples qui existent. Marie-Cécile, oui. Oui, il y a depuis longtemps dans le féminisme, et d'ailleurs pas nécessairement au départ dans un féminisme occidental, un refus de l'exploitation des autres, mais de l'exploitation de la planète. Et c'est là qu'on va trouver des causes qui se rejoignent, finalement, qu'on va retrouver dans l'écoféminisme et dans une écologie qui aujourd'hui est extrêmement populaire dans une partie de la jeunesse et même des enfants, de la prime jeunesse, et qui va se croiser avec ces revendications d'égalité entre les femmes et les hommes, d'égalité LGBTI, etc., parce que c'est le refus de la domination sur les autres et sur la planète, de l'exploitation des ressources et des individus qui permet aussi cette jonction-là, mais ça ne vient pas, enfin c'est très présent dans une partie de nos nouvelles générations aujourd'hui, on le sait, mais ça vient de loin et ça vient notamment dans des populations autochtones en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, il y a plusieurs décennies et qui sont également encore très actives, notamment dans les États-Unis aujourd'hui, avec par exemple la ministre de l'Intérieur aux États-Unis. L'intérieur, c'est pas comme nous la police, mais c'est la gestion des parcs naturels, de l'environnement, etc., qui est Deb Haaland, qui vient d'une communauté autochtone et qui a été nommée par Biden aussi parce que dans ses préoccupations, on croise les préoccupations féministes, lutte contre les violences faites aux femmes dans ces communautés-là, préservation de l'environnement et puis lutte contre les inégalités sociales dans la question de l'environnement, puisqu'on sait que ce sont les plus vulnérables, ça aussi c'est documenté par la recherche, en études de genre en particulier, ce sont les plus vulnérables socio-économiquement qui souffrent le plus de la pollution et de la destruction des ressources naturelles. C'est quoi la définition de l'écoféminisme ? Il n'y a pas de définition canonique, mais c'est ce que je disais un petit peu, c'est-à-dire le croisement de revendications visant à combattre l'exploitation des individus et de la nature et considérer que l'opposition nature-culture est plus compliquée qu'on pourrait le croire parfois, mais au cœur de ça, il y a la volonté de partir des besoins de certaines populations qui, comme par hasard les femmes, comme par hasard les plus démunies, sont les plus victimes de l'exploitation, on va dire, capitaliste des ressources. Pauline Delage, est-ce qu'aujourd'hui ce mouvement il a une coordination planétaire? Parce que sans cette coordination, est-ce que le mouvement pourra être pérenne? Alors, il n'y a pas vraiment d'international féministe, disons, même si on a des tentatives, notamment autour de la grève internationale féministe. Donc, mais les mouvements se parlent ou pas de pays à pays? Alors, les mouvements se parlent, les mouvements se rencontrent, notamment, enfin, ils se parlent, ils circulent, les revendications circulent, notamment à travers les réseaux sociaux, et puis ensuite, il peut y avoir des rencontres qui sont organisées. La grève féministe qui a eu lieu en Suisse en 2019, elle provient, ou en tout cas dans son origine, il y a aussi des rencontres avec des féministes de l'État espagnol qui avaient elles-mêmes un an auparavant organisé une grève des femmes et qui, de fait, sont venues partager leur savoir, leur expérience en Suisse. Donc ça circule effectivement. Et puis voilà, il y a des mots d'ordre, des modes d'action, des performances. Un exemple de ça, c'est notamment les féministes chiliennes de la ST6 qui ont fait une performance autour des violences. Et cette performance, après, on l'a retrouvée dans différents endroits du monde, notamment... Une performance, c'est une sorte de spectacle, de chorégraphie. Un spectacle de rue, une chorégraphie avec une petite chanson sur les violences sexuelles, qui est très dure par ailleurs, cette chanson. Mais voilà, qui a eu un écho sans précédent, encore une fois, à travers les réseaux sociaux et puis la diffusion médiatique aussi. J'entends les termes que vous employez, qui sont ceux employés par les mouvements féministes, l'international féministe, la grève, ça devient des syndicats?
Le mouvement féminisme devient un mouvement syndicaliste? Non, ça peut l'être, mais ça ne l'est pas systématiquement. Ah, ça peut l'être? Ouais. Ça peut l'être. Donc cet appel à la grève, il a été lancé notamment par les féministes argentines qui ont appelé à une grève internationale féministe le 8 mars. Donc c'est un appel qui a eu lieu en 2016-2017. Il y avait déjà eu des expériences, notamment en Suisse en 1991, en Islande aussi en 1975. Enfin, cette idée de grève existait déjà, mais là, effectivement, la référence au mouvement ouvrier, avec l'idée d'un appel international, d'une grève féministe, etc., est sans doute plus marquée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette idée de grève, il s'agit de redéfinir le terme de grève, parce qu'on redéfinit le travail en tant que tel. Il s'agit d'arrêter tout type de travail, le travail productif, donc en particulier salarié, et le travail reproductif, celui qui reproduit la vie, c'est-à-dire le travail de soins, le travail dit de care, le travail domestique, qui peut être salarié ou non salarié. Ça veut dire une grève des tâches ménagères, de la vie de couple? Une grève des tâches, en tout cas une grève du travail domestique, du travail de soins des autres, du travail de consommation également. Et donc ça signifie que c'est une grève qui est entreprise et qui est portée par les femmes, parce que ce sont elles qui incombent ce type de travail habituellement. Mais donc ça nécessite aussi des relais, des alliés, et notamment faire en sorte que les hommes prennent le relais le temps d'une journée pour s'occuper des enfants et faire à manger. Cécile Prieur, ça veut dire que l'international féminisme, grève, ça veut dire que le féminisme, c'est un mouvement de gauche? C'est une très bonne question. Si on le prend comme un mouvement d'émancipation, sans doute. Alors la gauche, je pense que c'est un terme valise et très connoté politiquement en France. Moi, je parlerais plutôt de progressisme, puisque dans d'autres pays, il n'y a ni gauche ni droite. Enfin, ça ne se compose pas comme ça. Donc oui, c'est un mouvement, à mon avis, qui est plutôt du côté du progressisme. Ceci étant, il y a des mouvements de femmes. Des femmes ont pu prendre la tête de mouvements qui étaient plutôt du côté de la réaction, on va dire. Aux États-Unis, il y a eu des mouvements au moment où il y a eu la deuxième vague du féminisme, avec la revendication notamment de la contraception, de l'avortement. Il y a eu des femmes qui ont pris la tête de mouvements contre la libéralisation de l'avortement. Et récemment, dans notre pays, il y avait des femmes qui étaient à la tête du mouvement contre l'ouverture du mariage homosexuel. Donc voilà, être une femme ne veut pas dire être évidemment féministe, et c'est la liberté évidemment de chacun. Nonobstant, les femmes qui se disent féministes sont sans doute plutôt du côté de l'avancée des droits des hommes et des femmes en particulier. Cécile, vous voulez rajouter quelque chose? Non. Moi, je crois que le féminisme, avant tout, c'est la question du choix. C'est laisser à toutes et à tous le choix de vivre sa vie, d'avoir le métier qu'on veut, d'avoir la vie qu'on veut, si tant est qu'il n'y ait évidemment pas d'autres contraintes, mais il y a bien plein d'autres contraintes que les contraintes de genre. C'est ouvrir le champ des possibles pour toutes et pour tous. C'est donner d'autres regards, proposer d'autres regards, d'autres récits sur le monde, et ce n'est pas enlever des droits à d'autres. C'est juste permettre à chacune et à chacun d'avoir la vie, de vivre la vie qu'il veut, sans empêcher l'autre de vivre la vie qu'il ou elle veut. Où le mouvement ou les mouvements ont-ils le plus de mal à exister aujourd'hui, Marie-Cécile? Est-ce que ce sont plutôt dans les pays où la liberté d'expression n'existe pas? Alors, il est bien évident que dans les autocraties, dans les dictatures, tout type de revendications de droits humains, de liberté, d'émancipation sont sinon interdits, du moins extrêmement difficiles. Donc les droits des femmes en font partie. Ça ne veut pas dire que dans nos démocraties tout est acquis, loin de là. Il faut continuer à être vigilant sur certaines tentations de remettre les femmes entre guillemets à leur place. Mais il y a quand même, de par cette circulation des influences, de par aussi le rôle des diasporas, eh bien, certaines choses peuvent bouger, sont en train de bouger, même si c'est plus timide, évidemment, et on part de plus loin dans certains pays. On ne va pas être relativiste et dire que tout se vaut, bien sûr que non.
Mais à partir du moment où on n'est pas dans un pays où la liberté d'expression, la liberté de choisir sa vie sont dans les pratiques et a fortiori dans les lois, parce que nous avons des lois, mais grâce à la lutte féministe, nous avons des lois à peu près égalitaires entre les femmes et les hommes, et les lois qui garantissent le droit de disposer de son corps, par exemple, dans beaucoup de pays, ce n'est pas le cas, et donc c'est un combat pour beaucoup de femmes et d'hommes féministe qui est encore très long et très compliqué. Est-ce qu'en Afghanistan, aujourd'hui, il y a un mouvement féministe caché qui arrive quand même à exister ? Alors c'est très intéressant que vous parliez de l'Afghanistan parce que moi j'ai été un peu frappée par la couverture médiatique qu'on a eue, une partie de la couverture médiatique qu'on a eue sur les Afghanes, disant que les Américains, l'OTAN s'en va, donc c'est terminé, les Afghanes vont retomber sous le joug taliban. Oui, c'est vrai, mais vont redevenir passives, des victimes, tout va retomber en matière d'émancipation de ce qui avait pu être fait pour elle, avec elle, grâce ou avec la présence militaire. C'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Déjà, quand les talibans étaient au pouvoir jusqu'en 2001, il y avait déjà des mouvements pas féministes au sens où on l'entend en Occident, c'est-à-dire des femmes qui manifestaient dans la rue, qui contestaient, etc. Mais il y avait une résistance très forte des femmes. Il y avait des écoles clandestines, il y avait des femmes qui se formaient toutes seules, il y avait des réseaux internationaux de féministes qui les soutenaient, qui collectaient des fonds, un lobby international dans lesquels elles étaient impliquées. Et puis, ça va continuer, ça va continuer et reprendre, peut-être sous d'autres formes, maintenant que l'Occident, l'armée occidentale est partie. Non pas que c'était pas les sauveurs des femmes, et maintenant elles retombent dans une position de victime ou de passivité. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut faire attention à ne pas plaquer sur d'autres pays ou d'autres cultures que les nôtres, nos propres regards, nos propres manières de penser. Il y a aussi d'autres formes de résistance. Dans toutes les sociétés du monde, le lien social tient par les femmes. Le lien social tient par les femmes. Ce sont les femmes qui font tenir les sociétés. C'est pour ça qu'il y a eu aussi les grèves du Caire, pour montrer au monde entier que sans les femmes, les sociétés ne tiennent pas. Qu'en est-il en Chine ? Alors moi, je ne suis pas spécialiste de la Chine, mais Pauline pourrait répondre avec peut-être le hashtag lapin-riz dont vous parlez dans votre livre. Parlez-nous de ça. Oui, allez-y. Pauline ? Non, effectivement, il y a un chapitre du livre qu'on avait coordonné avec Fanny Gallo qui porte sur la Chine. Je ne suis pas non plus du tout spécialiste de la Chine et j'aurais peur de dire des bêtises, mais... Elle se parle par code, paraît-il, non ? Il n'y a pas des codes ? Oui, voilà, donc il y avait un hashtag lapin-riz pour envoyer justement au hashtag MeToo. Donc, en fait, le chapitre montre les mobilisations qui ont pu avoir lieu en Chine contre les violences, mais des mobilisations aussi qui sont très contraintes par le pouvoir en place. Voilà, je ne peux pas en dire plus pour le moment, mais je vous encourage à lire le chapitre. Ah, il est où ? Il est là. Je remontrerai tout à l'heure. En revanche, à l'inverse, Pauline Delage, quelles sont les aires régionales qui sont les plus visibles aujourd'hui ? Alors, il y a l'Amérique latine, vous en avez parlé un peu. Il y en a d'autres ? Ou qui émergent en ce moment et dont on n'entend pas encore parler ? Effectivement, voilà, l'Amérique latine est tout à fait centrale dans les mobilisations à l'heure actuelle, notamment parce que Ni Una Menos a été une mobilisation extrêmement forte, qui a eu un écho international. Les États-Unis aussi, avec les mobilisations, d'abord la Women's March qui a eu lieu en 2017 à la suite de l'élection de Donald Trump, pour souligner le sexisme du pouvoir en place, et qui sans doute aussi a été dans cette généalogie de MeToo un des moments clés de politisation et de repolitisation des questions liées au sexisme. Il me semble vraiment que l'Amérique latine, l'Espagne, l'Italie, par la force de ces mouvements, ont été tout à fait centraux. Après, il y a des exemples un peu plus inédits d'une certaine façon, et notamment, je parlais de la Suisse tout à l'heure. Et en Suisse, de fait, il y a eu une mobilisation, une grève féministe. Une grève en Suisse ? Une grève féministe en Suisse qui a été portée. C'est pour ça aussi que je reviens peut-être sur les syndicats et sur le rôle des syndicats. Parce que le droit de grève n'est pas permis aussi en Suisse ? Il est extrêmement contraint, extrêmement encadré. Et donc, c'est très difficile, effectivement, pour les syndicats d'appeler à la grève. Et dans ce cadre-là, donc, parce que des militantes étaient des militantes insérées de longue date dans des syndicats, elles ont imposé
dans les syndicats suisses l'idée d'une grève féministe. Et à la suite de ça, elles ont pu faire un appel à la grève particulièrement important dans tout le pays, et en particulier en Suisse romande, mais pas uniquement. Et elles ont appelé aussi à la constitution ensuite de comités locaux dans diverses villes ou villages pour construire cette grève à la fois dans le monde du travail mais aussi à l'extérieur. Et ça a été une mobilisation, encore une fois, sans précédent, qui a permis aussi de relégitimer, dans un pays, encore une fois, très contraignant du point de vue du droit de grève, de relégitimer la notion de grève et de relégitimer aussi les mobilisations féministes. Cécile Prieur, quand on dit le féminisme bouscule, parce que le mot n'est pas innocent, est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, il se heurte à des logiques sociales, culturelles qui sont extrêmement ancrées, très très fortes? Oui, bien sûr, mais ça bouge. Voilà, donc quand il bouscule, la société bouge beaucoup en ce moment, notamment la société française. On va y revenir dans un instant. Ouais. Donc oui, bien sûr, il y a des résistances, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais il y a quand même beaucoup d'avancées. Des avancées notamment en termes de représentation, c'est très important. On voit qu'il y a une conscience aussi, on va dire des choses qui manquent de parité, manquent de diversité, à la fois dans les représentations médiatiques, dans les représentations politiques, sociales, dans le pouvoir, etc., qui sont aujourd'hui beaucoup plus difficile à accepter qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Ceci dit, il n'est pas rare encore aujourd'hui qu'on se satisfasse d'un pouvoir qui est extrêmement, on va dire, vertical, qui peut avoir l'apparence de la parité, alors qu'en fait, les vrais centres de pouvoir sont exercés par les hommes. Et ça, c'est un problème important, à la fois dans le pouvoir politique et dans le pouvoir économique, dans le pouvoir médiatique aussi d'ailleurs, enfin dans tous les pouvoirs. Voilà. Donc, si on regarde bien la structuration du pouvoir en France aujourd'hui, elle est encore extrêmement masculine. Et c'est pas totalement prêt de changer. Pardon ? Ça ne bouscule pas la France aujourd'hui. On s'interroge sur le féminisme bouscule-t-il le monde? Est-ce que le féminisme bouscule la France? Oui, mais on va dire... à la marge. Le féminisme, en l'occurrence, bouscule la France, mais la France est une entité... le monde occidental est bousculé par la vague féministe. Les représentations hommes-femmes le sont. C'est un peu compliqué de ramener ça à la France stricto sensu, puisqu'en fait, c'est un mouvement, comme l'expliquaient Marie-Cécile et Pauline, mondial, et qui fait écho d'un pays à l'autre. Les réseaux sociaux jouent un rôle vraiment extrêmement important. Donc... Après, bien sûr, il y a, on va dire en France, des situations particulières, mais regardez par exemple, si on regarde la pré-campagne présidentielle dans laquelle on est, il y a 3 personnalités femmes qui pourraient concourir, en l'occurrence Marine Le Pen, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, c'est pas certain. C'est très peu. Si on regarde la totalité du personnel masculin qui, lui, s'apprête à concourir, donc on est sur un ratio de 2 ou 3 femmes, c'est très peu, on va dire comparativement à une quinzaine d'hommes. L'élection précédente, on était sans doute dans un ratio encore plus petit. Donc ça bouge, mais très lentement quand même. En tout cas, ça ne ruisselle pas dans toutes les couches de la société. Ça ne ruisselle pas dans toutes les couches de la société, le féminisme. Les représentations, je pense, elles ruissellent sans doute dans toutes les couches de la société. Ensuite, les situations d'inégalité hommes-femmes sont... Alors, ça dépend de quoi on parle, mais quand on parle de violence, par exemple, conjugale, on sait qu'elles ne sont pas socialement typées. Donc, en fait, peu importe qu'on soit dans une famille de cadres dirigeants ou dans une famille, on va dire, ouvrière, il peut y avoir des violences conjugales. Par contre, effectivement, dans certains milieux, on va dire, dans les représentations, effectivement, on va dire, dans certains cercles intellectuels, on peut avoir certaines représentations qui n'existent pas encore ou qui ne sont pas vécues comme telles dans toutes les couches de la société. Mais quand on regarde, par exemple, les cours de récréation aujourd'hui, on voit qu'il se passe beaucoup de choses, que les jeunes adolescents discutent de représentation de leur identité absolument de façon complètement différente de la manière dont moi je le faisais à leur âge, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui produira ses effets et qui produit déjà des effets
concret, réel. Et là, je reviens au blocage dont je parlais il y a une minute sur la représentation politique. Il est probable, en tout cas, il est à espérer que dans 5, 10, 15 ans, on ait que ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire une forme d'égalité et de diversité beaucoup plus importante, avec une jeunesse qui est quand même beaucoup plus consciente de ça et beaucoup plus en attente de ça, et des effets politiques dans quelques années. Marie-Cécile et puis Pauline Delage ensuite. Oui, pour prolonger, je voudrais prendre un exemple de politique publique parce que j'ai un peu travaillé sur ces questions de l'autre côté du miroir, on va dire, du côté de la décision publique. On a fait, depuis les années 80, on a pris des mesures assez fortes pour féminiser un certain nombre de formations et de métiers, notamment les ingénieurs, où il y a encore beaucoup à faire, mais depuis les années 80, c'est une profession et ce sont des études qui se sont beaucoup féminisées parce qu'il y a eu un volontarisme politique important. Or, ce qu'on a constaté, c'est que ça ne ruisselait pas sur l'ensemble des niveaux de qualification. Et moins les métiers sont qualifiés, moins les formations sont qualifiantes, plus la mixité est absente. Moins on a de filles dans les métiers ou formations où les garçons sont très nombreux, et inversement. Et réciproquement, pardon. Et donc, ça pose une question évidemment de justice sociale, ça pose aussi une question d'efficacité. Et pour moi, les deux ne sont pas antinomiques. Il y a un certain nombre de métiers qui ont du mal à recruter, et c'est quand même problématique à l'heure d'un chômage structurel. Et on sait que la non-mixité ou la faible mixité est un frein à l'attractivité de ces métiers. Je pense évidemment à tous les métiers de service à la personne qui sont extrêmement féminisés, mais aussi tout un tas de métiers dans le numérique ou dans les technologies qui ont du mal à recruter, en particulier parce que c'est très masculin, mais il y a aussi beaucoup de stéréotypes et même de harcèlement, de violence, on le sait dans certains de ces métiers-là. Donc, il faut aussi garder en tête qu'il faut croiser les approches. Il y a évidemment la question du genre, mais il y a aussi la question du niveau de qualification et des territoires sur lesquels on parle. Et ne pas oublier les territoires ruraux, ne pas oublier les territoires périphériques. Bref, croiser toutes ces données pour avoir des politiques publiques efficaces. Et je crois que la question de la mixité, femmes, hommes, filles, garçons, dans l'ensemble des formations et dans l'ensemble des métiers, c'est un sujet qui est une bonne manière d'approcher cette question féministe, finalement, des politiques publiques. Pauline Delage. Oui, je voulais juste rebondir sur l'idée de ruissellement, de la notion d'égalité, puisqu'effectivement, comme vous venez de le dire, Marie-Cécile, il faudrait regarder très précisément comment chaque politique publique impacte les groupes sociaux, et est-ce que justement cette idée d'égalité, elle est inégalement répartie en fonction des groupes sociaux. Mais il me semble aussi que c'est important de souligner aussi les résistances très fortes qui peuvent avoir lieu dans les lieux de pouvoir, et notamment les résistances qui ont lieu justement en haut. Et par exemple, quand des remarques sont faites à l'encontre de femmes sur leur tenue à l'Assemblée nationale, ou les résistances qui peuvent avoir lieu sur l'idée d'écriture inclusive ou des politiques de lutte contre le sexisme, les ABCD de l'égalité, etc. On voit qu'effectivement, dans les espaces élitaires, il peut y avoir des résistances très fortes et qui, d'une certaine manière, interrogent aussi cette idée selon laquelle l'égalité viendrait nécessairement d'en haut et ensuite ruissellerait vers le bas. Que ce soit aux États-Unis, on l'a vu avec Donald Trump, ou ça y est, j'ai perdu l'autre pays, et puis en France, le Brésil, ou en France, pas au Brésil, non, en France, où aujourd'hui on a un candidat à la présidentielle qui parle, ou qui reprend, ou qui redéveloppe une théorie du grand remplacement. Est-ce qu'il y a une peur d'un grand remplacement féminin aujourd'hui? Est-ce qu'elle est présente quelque part? Est-ce qu'il y a cette théorie qui circule? Et quelle peur elle provoque? Marie-Cécile, Pauline, Cécile, vous l'avez entendu ou pas? Est-ce que c'est aussi... Non, elle n'est pas venue jusqu'à moi, cette théorie farfelue. Non, en revanche, la même personne qui parle d'un grand remplacement, c'est-à-dire un complot des élites pour remplacer la population majoritaire par d'autres populations, dit également que quand les femmes accèdent à des postes à responsabilité, eh bien les institutions se fragilisent. Ah oui, c'est ça. C'est la même personne qui dit ça. Que finalement, c'est une autre manière aussi dans d'autres de ses propos, que finalement les hommes sont des prédateurs et les femmes aiment
aime être bousculé, pour ne pas dire les choses autrement. Donc c'est l'entretien d'une culture du viol, de l'infériorisation de la femme et des femmes. Et donc oui, ça fait partie d'une même idéologie en fait. Ça fait partie d'une même idéologie qui procède, je crois, d'une peur de certains mouvements, de certaines évolutions qui sont inéluctables, mais qu'on peut qualifier, que moi j'ai déjà qualifié ailleurs, de gifle anti-MeToo. D'un retour de bâton très fort, très violent, dont je pense on n'avait pas soupçonné l'ampleur et la violence. Moi, je suis frappée de voir que quand même dans le champ médiatique, éditorial, politique, il y a l'expression d'une masculinité hégémonique qui se coupe la parole, qui hurle, qui refuse le débat, qui impose des thèmes et qui se moque des femmes, qui disqualifie les femmes. Karine Lacombe et d'autres, les chercheuses, ont fait un article il y a quelques mois pour dire combien elles avaient été harcelées par une partie de leurs pairs, PAIRS, mais aussi sur les réseaux sociaux, des commentaires, des lettres anonymes d'insultes, de violences, etc. Parce que des scientifiques, des chercheuses, des expertes dans l'espace public, eh bien, ça dérange, ça bouscule l'ordre établi. Donc la gifle anti-MeToo, elle est quand même forte, et je crois qu'on n'a pas fini la queue du dragon n'a pas fini de nous frapper, comme dit une romancière. Dans les pays qui sont dirigés par des femmes, il y en a quand même quelques-uns dans le monde, Pauline, est-ce qu'on constate que le mouvement s'affaiblit ? Je pense à la Nouvelle-Zélande, par exemple. Alors, je ne sais pas si le mouvement féministe est très développé là-bas, mais est-ce qu'en Allemagne, le mouvement est très développé alors qu'il y avait Angela Merkel ? Est-ce que c'est en Finlande, je crois, une femme aussi qui dirige, il me semble, en Finlande ? Pardon ? Oui. Non, il n'y a pas de corrélation ? Je ne sais pas du tout. Non. Ce qui est certain, c'est que ça interroge la capacité, enfin, en tout cas, ça interroge l'idée selon laquelle les femmes sont nécessairement féministes. Il y a des pays où des femmes sont au pouvoir. En tout cas, ça prouve que ça ne fragilise pas les pouvoirs. Les politiques publiques qui sont mises en œuvre ne sont pas spécifiquement, sont pas forcément favorables à la présence de femmes dans les hautes sphères ou même à la lutte contre les inégalités. Je pense notamment à Margaret Thatcher qui n'a rien fait pour les femmes et en particulier les femmes de classe populaire. Dans les années 70, les mobilisations ont fait sortir les violences conjugales de la dénégation sociale, finalement, où le phénomène était tenu. Est-ce qu'aujourd'hui, Pauline Delage, il y a d'autres phénomènes qui émergent ou vont émerger? On entend beaucoup plus parler aujourd'hui, par exemple, de violences obstétricales, de violences gynécologiques. Est-ce que vous voyez d'autres phénomènes qui émergent aujourd'hui ou des paroles qui se libèrent, en tout cas, sur certains faits? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, on voit qu'effectivement, la question des violences, elle permet justement de capter plein de rapports de pouvoir, de rapports de domination sur lesquels les femmes n'étaient pas nécessairement de mots. Il me semble que justement la notion de violence obstétricale, elle renvoie bien à ça, c'est-à-dire que ça renvoie à la fois à des rapports de pouvoir entre un médecin qui sait et des patientes qui ne sont pas censées savoir, et puis à la fois des maltraitances réelles où le choix des femmes n'est pas du tout entendu, etc. Et voilà, la question des violences permet d'englober tout ça et capte un peu toutes ces inégalités, tous ces rapports de domination et ces rapports de pouvoir. Donc j'imagine que sans faire de pronostic, parce que ce serait nécessairement faux, mais que voilà, il va y avoir d'autres ramifications de ce type, ou en tout cas c'est ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il y a une multiplication des types de violences d'une certaine façon qui sont en fait la multiplication de réalisations de rapports sociaux inégalitaires. 3 dernières questions. Une première d'abord pour Marie-Cécile. Est-ce que le féminisme est un combat sans fin? Il faut souhaiter que non. J'imagine, oui. C'est aussi aux hommes de s'en emparer. Alors beaucoup le font, bien sûr, mais ça les concerne aussi. C'est-à-dire, on l'a dit en tout début, si le prieur l'a dit au tout début, c'est aussi la question des féminités et des masculinités stéréotypées et des rapports entre les sexes. Et je crois que à court terme, c'est peut-être coûteux, le féminisme, pour un certain nombre d'hommes de pouvoir. Ça, c'est sûr qu'à court terme, c'est coûteux. Mais à long terme, tout le monde a à y gagner parce que c'est une société où on a moins de normes, on a moins de carcans, on a plus de liberté. Ça, vraiment, j'en suis convaincue. Donc, pour l'instant, on ne voit pas trop la fin, mais enfin, on peut espérer qu'un jour, ce sera un combat gagné. Si ça n'est pas sans fin, en tout cas, c'est fragile. Quand on vous lit, Pauline, tout peut disparaître. Alors, tout peut disparaître, effectivement, parce qu'à la fois, il y a toujours des résistances qu'on a déjà évoquées, il y a aussi des mouvements qui militent contre l'égalité.
les mouvements d'extrême droite, les mouvements réactionnaires, conservateurs. Et puis, ce que j'essayais de démontrer dans ce livre, c'est aussi qu'il y a une formulation des droits des femmes qui cible certaines femmes aux dépens d'autres. Donc ça renvoie notamment aux travaux de collègues sur l'égalité élitiste et l'idée selon laquelle une partie des politiques publiques se concentre sur des femmes de classe supérieure, des femmes cadres, pour qu'elles puissent accéder à des postes de pouvoir dans leurs entreprises ou dans leurs fonctions. Et ces politiques-là qui sont promues, elles se font aussi aux dépens de la reconnaissance des conditions de vie, des conditions d'emploi, de travail des femmes de classe populaire qui sont caissières, aides à domicile et qui, de fait, elles, n'ont pas accès aux droits des femmes tels qu'ils sont formulés. Donc c'est ce double mouvement, c'est-à-dire à la fois la reconnaissance de résistances bien réelles à l'égalité qui existent toujours et qui peuvent se renforcer notamment à l'occasion de campagnes présidentielles ou de pré-campagnes présidentielles, et puis après une formulation instable de ces politiques d'égalité, ou en tout cas qui ciblent certaines femmes et qui tendent à reconduire d'autres inégalités, notamment les inégalités de classe ou du racisme. Ce qu'on a vu avec la Covid d'ailleurs, pardon, je vais être très courte, mais la Covid et toutes les crises que l'on peut connaître mettent au jour et amplifient les inégalités dont sont victimes les femmes, et notamment les femmes des classes populaires dans tous les métiers du soin, de service, de l'aide à la personne, ceux et celles qu'on a applaudis l'année dernière. Et c'est aussi, si on les écarte aussi de la... en termes de programme politique, si on les oublie, si on a un agenda gender blind, aveugle au genre, c'est-à-dire qui ne prend pas en compte ces questions de différence entre les femmes et les hommes à tous les niveaux de qualification et de salaire. Il y a la question de l'agenda, du programme politique, mais il y a aussi le fait de se priver de regard et de se priver de compétences pour comprendre la société et pour agir sur elle. Si on est encore gouverné tout le temps par les mêmes types de personnes qui sortent des mêmes écoles, qui sortent des mêmes réseaux de cooptation, parce que c'est un entre-soi global qu'il faut combattre, eh bien, une approche par le féminisme permet de combattre ces entre-soi, de lutter contre cette reproduction sociale des élites et des décideurs. La première chose à faire peut-être, c'est d'inclure plus de femmes, mais aussi d'y inclure d'autres types de parcours, d'autres types de formations, d'autres types de compétences et d'expertise. Cécile Prieur, est-ce que le mouvement féministe doit passer forcément par une certaine radicalité pour se faire entendre? Est-ce que finalement tout ça, ça peut se faire en douceur pour que ça change? Aucun mouvement d'émancipation ne se fait dans la joie et les fleurs. C'est à partir du moment où ça conteste des modèles établis, et notamment en l'occurrence des précarés de pouvoir, ça ne peut pas se faire sans heurts. Les femmes ont longtemps demandé gentiment leur place au soleil, elles criaient dans le désert. Voilà, comme dans tous les mouvements d'émancipation, si on pense au mouvement des droits civiques aux États-Unis, par exemple, ça s'est fait. Voilà, il y a eu des grèves, des manifestations, parfois des violences. Là, en l'occurrence, aucune femme ne brise des glaces, des vitres, etc. Il y a pas de... Voilà, on renvoie souvent le féminisme à la violence. En l'occurrence, il y a eu... il y a des voix s'expriment sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas de violence physique, il n'y a pas de violence... il n'y a pas de bris de glace. Enfin, voilà, il faut savoir ce qu'on appelle, quand on renvoie les femmes à leur radicalité, il faut savoir de quoi on parle. À partir du moment où on conteste quelque chose, on affirme des droits, évidemment, on lève la voix. On ne fait pas forcément plaisir aux personnes qui sont dans des situations de pouvoir établies. Je ne qualifierais pas ça forcément de radicalité. Vos questions. Par Alain, d'abord. Vos questions. Alors, on prendra d'abord une question en ligne, mais préparez-vous dans la salle pour lever la main, demander un micro, et dès que vous l'avez, on vous passe la parole et vous vous lèverez pour qu'on vous voit bien, chers amis IES, chers amis IS. Une première question qui nous vient d'Afrique, parce qu'on nous voit partout, dans toute la francophonie, dans le monde entier. C'est Annie qui vous interpelle ou qui vous questionne sur la situation de la femme en Afrique, en fait, du féminisme en Afrique, où en est-on? Qu'en savez-vous? Est-ce que ça émerge? Est-ce que c'est embryonnaire? Est-ce que... Pauline? Je suis vraiment désolée, mais c'est beaucoup trop large. Effectivement, il y a des... Alors, elle parle du Mali, pays peut-être sur le continent. Est-ce qu'il y a un pays sur le continent en particulier ou pas? Un pays sur le continent en particulier? Alors, Annie est au Mali, visiblement. Au Mali, je ne sais pas du tout. Sénégal? Au Sénégal, il y a effectivement des mobilisations qui existent. Dans d'autres pays, il existe des mobilisations contre les violences
ou contre le droit. Mais encore une fois, je pense que, je suis très mal à l'aise pour répondre à ce type de questions parce que j'ai l'impression de ne pas avoir suffisamment d'éléments. Peut-être que Marie-Cécile en sait davantage. Oui, le féminisme en Afrique, c'est trop généralisant. Un pays, alors un ou deux pays où ça. Non, moi j'ai envie de dire que les mobilisations des femmes, la résistance des femmes, elle se fait beaucoup sur le terrain et c'est beaucoup invisibilisé pour nous. C'est-à-dire en Asie, en Afrique et en Amérique latine, c'est plus de 100 000 ONG qui sont tenues par des femmes. Ce sont elles qui conditionnent le lien social, qui permettent l'accès à la santé, qui permettent l'accès à l'éducation. Et ça aussi, c'est une forme de féminisme. Et il faut faire attention de ne pas plaquer notre regard occidentalo-centré en termes de définition du féminisme. Bien compris, merci beaucoup. Une question dans la salle quelque part ? Oui. Oui, ici. Une main se lève là. Il y a ici et juste derrière ensuite, il y aura une question un peu plus haut. Merci. Madame, bonjour. Oui, bonjour. Il me semble que les inégalités, les violences faites aux femmes et les violences sexuelles cachent beaucoup aussi la violence psychologique et la violence économique dont on parle peu dans les médias, tout ça. Et aussi, ma question, c'est, en fait, maintenant, je crois que l'État oblige les grandes entreprises à publier un index de l'égalité homme-femme. Or, il se trouve qu'ils ont des notes, elles ont des notes défiant toute concurrence, mais par exemple, la part des primes dans les rétributions des hommes et des femmes n'est pas prise en compte. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et comment on pourrait faire pour que ça change ? Par exemple, ils vont publier que les promotions, tout ça, mais pas les primes. Donc en fait, ces grandes entreprises ont de très bonnes notes. Pauline, oui, je vous en prie. Merci. Alors, merci pour votre question. Effectivement, donc, la question des violences faites aux femmes, ça renvoie à différents types de violences et différents actes. Souvent, notamment s'agissant des violences conjugales, moi je parle de contrôle conjugal pour envoyer justement un système d'appropriation de l'autre, un système nécessairement asymétrique où l'un crée un climat de peur. Et pour créer ce climat de peur dans le couple, il faut justement avoir recours à différents types de violences. Et les violences physiques et sexuelles ne sont pas les seules violences, mais instiller une peur permanente, c'est justement une violence psychologique ou le fait de créer une dépendance économique. Voilà. Donc effectivement, vous avez raison, il y a différents types de violences, dont les violences dites psychologiques ou économiques, mais qu'on peut aussi traduire par d'autres formes d'inégalités, notamment les inégalités économiques et puis pour ces politiques publiques, alors les lois sur l'égalité professionnelle, elles sont assez anciennes en France. L'une des premières, c'est la loi dite Roudy en 86. Et cette loi, elle visait justement à créer des rapports de situation comparés, donc à comparer dans chaque entreprise les situations des hommes et des femmes. Et j'ai des collègues qui ont travaillé sur ces rapports et qui ont montré que ce qui était intéressant, c'est que c'était des rapports qui étaient très standardisés, alors même que les entreprises, en fonction de leur taille, de leur fonction, de leur organisation, il peut y avoir des types d'inégalités qui sont assez différentes. Et dans les années 2000, donc quand ces rapports ont été étudiés, on voyait notamment que c'était la mixité en entreprise qui était l'indice d'égalité. Alors même que dans certaines entreprises, la question ne se pose pas tellement et effectivement, c'est plutôt des inégalités de salaire ou en termes de formation aussi et d'élévation au sein de l'entreprise qui peuvent être des indices intéressants. Donc c'est justement parce que ces rapports sont standardisés que tout n'est pas nécessairement pris en compte et que tout ne devrait pas nécessairement être pris en compte de la même manière. Merci. Une autre question juste, oui, merci. Oui, je me demandais si dans vos études, en fait, vous êtes en train aussi de vous poser la question, vu qu'on est dans la fin du patriarcat, comment on pourrait justement prendre la relève, par exemple, avec l'écoféminisme. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, on est dans une salle d'opération et qu'il y a un chirurgien qui ne s'entend pas avec l'anesthésiste qui est une femme, avant, avec la société patriarcale, ça se résolvait très facilement. Ça ne bloquait pas le groupe qui va retravailler ensemble par la suite, parce que le chirurgien, en fin de compte, avait le mot final, et les choses faisaient que ça se réorganisait comme ça
pour les opérations suivantes. Là, on est en ce moment dans certaines situations de travail, suite justement à l'écrasement du patriarcat et au fait que, heureusement, on a le droit maintenant, en tant que femme, dans nos métiers, de s'exprimer, puisque toute la chute de la pyramide tombe, en fait. Mais ça bloque, en fait, des fois, dans les situations de travail. Et je me demandais, justement, si vous vous posiez aussi ces questions-là, de comment faire, justement, avec toutes ces forces que serait le féminisme pour restructurer nos sociétés et les leviers qu'on pourrait actionner, justement. Vous avez fait un dossier sur le patriarcat il y a quelques semaines, Cécile Prieur, dans l'Obs, je crois, c'est ça? Oui. Vous avez fait un dossier sur le patriarcat? Non, on n'a pas fait un dossier sur le patriarcat. La couverture. Pardon? La couverture. Ah oui, non. Oui. On a fait dialoguer Alain Finkielkraut et Alice Coffin, deux personnalités publiques qui ont des visions diamétralement opposées des rapports en ce moment hommes-femmes. C'était un dialogue finement très riche, très intéressant. Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour répondre à la question de madame. C'était pour faire la pub de l'Obs, en fait. Merci, c'est très gentil. Quelqu'un voulait... Oui, et votre question, c'était quoi, en fait? Comment on fait à partir de situations concrètes? C'est ça? Je ne vous vois pas, en fait. Je peux vous dire. En fait, on est dans une déconstruction de la société pyramidale, patriarcale. Mais, pour l'instant, il n'y a pas encore des leviers de la pensée féministe qui rentrent en action. Et là, je vous ai donné un exemple concret pour essayer d'exposer, on va dire, le concept que j'essaie de vous faire comprendre. C'est que si on est, par exemple, dans la situation d'une opération entre un chirurgien et une anesthésiste femme, avant, avec le levier patriarcal... C'était le chirurgien de toute façon qui l'emportait. Voilà. La difficulté, c'est de passer des lois et de ce qui est de l'ordre soit législatif, soit réglementaire, soit les codes écrits dans certaines organisations aux pratiques. Changer les pratiques, changer les mentalités, changer les représentations, ça prend du temps. Et c'est peut-être ça la situation à laquelle on est confronté dans notre pays aujourd'hui, c'est-à-dire que les lois sont à peu près égalitaires. Et on a des leviers réglementaires, des leviers administratifs pour impulser des choses, mais après, dans les pratiques, dans les représentations, c'est compliqué parce que c'est très intériorisé. Et puis, on va toucher aussi à l'intime des gens. Les questions de genre, c'est l'intime. Et donc, pour beaucoup, c'est difficile d'aller chercher dans l'intime, dans la vie privée, même si le privé est politique. Allez, on prend une dernière, peut-être, oui. Oui, bonjour. Où êtes-vous, pardon? Excusez-moi. Ah, vous êtes là, pardon, madame. Oui, alors donc, une question politique. Doit-on avoir peur, nous, en France, nous les femmes, de la montée inexorable de l'extrême droite? Je rappelle, par exemple, qu'en 2017, Madame Le Pen, dans son programme, c'était écrit, elle proposait le déremboursement par la sécurité sociale de l'IVG. Bon, ben, Madame Le Pen est toujours là. Alors, je ne parle pas du sinistre Zemmour, que vous n'avez pas cité, bon, mais faut-il avoir peur de cette montée? La réponse est un peu dans votre question. Et puis, si on considère que les mouvements d'extrême droite, ils visent aussi les catégories les plus vulnérables, les plus précaires et les personnes qui subissent du racisme, et que c'est des mouvements qui nuisent spécifiquement à ces personnes-là, les femmes, elles sont aussi dans ces groupes. Donc, à la fois en termes de programme politique, effectivement, ça peut nuire directement aux droits des femmes tels qu'ils se sont constitués, tels qu'ils ont été constitués par l'État. Mais après, de fait, c'est des politiques publiques qui vont viser les femmes de toute façon. Ouais. Partout où l'extrême droite est arrivée au pouvoir récemment en démocratie, les droits des femmes ont été sinon menacés, soit menacés, soit remis en question. Texas aujourd'hui, Hongrie, Pologne, Brésil. Et donc, toutes les tentations antidémocratiques, toutes les menaces sur les libertés publiques vont toucher en premier lieu les plus vulnérables et a fortiori les droits des femmes. Rien n'est acquis, y compris dans notre pays. Ça, je pense qu'il faut être très vigilant là-dessus. C'est Prieur. Oui, bien sûr, il y a une montée de l'extrême droite et une droitisation certaine de la société, mais il n'y a pas de montée inexorable. On est dans une bataille politique, donc rien n'est joué. Cette pré-campagne est très nauséabonde, mais souvenez-vous, il y a 5 ans, octobre 2017, François Fillon, par exemple, pour ne pas le nommer, venait d'être élu sortir de la primaire des Républicains. 4 mois après, il était plus que l'ombre de lui-même. Donc une campagne, c'est très long. Là, on n'en est qu'aux prémices. Évidemment, on a ce candidat putatif toujours pas
candidat qui occupe le débat public. Pourquoi aussi? Parce qu'il est neuf. Et on a un problème dans notre pays, c'est que le renouvellement du personnel politique est quasiment absent. Donc en fait, comme on a quasiment les mêmes qu'il y a 5 ans, eh bien on s'intéresse aux nouveaux venus. Ce nouveau venu, évidemment, il a un logiciel qui n'est pas républicain, mais après le suffrage universel existe dans ce pays. Voilà, donc rien n'est joué, absolument rien. C'est une bataille politique et c'est aux citoyens d'en décider. Merci beaucoup. Dans un instant, tout ne peut pas ou ne doit pas se décider à Paris. Le pouvoir loin des capitales, ce sera notre prochain débat. Je vous invite à rester avec nous. Je vous remercie beaucoup. Marie-Cécile, Cécile et Pauline, merci. Je rappelle vos livres respectifs. Pauline, les 2 livres « Droits des femmes, tout peut disparaître, féminisme dans le monde et récits d'une révolution planétaire » et Marie-Cécile Nab, « La démocratie féministe, réinventer le pouvoir » chez Calman Lévy, des livres que vous pouvez trouver bien sûr à la sortie de cette salle et que vous vendra la librairie Mola. Merci beaucoup.